Pouah, cette semaine, ça pump de partout. Encore une intro épique, comme d'hab. Parce que, comme d'hab, tout va bien. D'un point de vue macroéconomique, cette semaine, c'était plutôt dispersé. Et nous allons nous concentrer, comme sur les marchés, sur l'inflation. Elle est ressortie légèrement supérieure aux 0,3% attendu par le marché. Mais dans la foulée, avec les minutes du FOMC, c'est le compte-rendu de la réunion de la Fed pour laquelle Jérôme Powell a déjà réalisé son discours, ce qui permet d'avoir un petit peu plus de détails. Possible réduction des rachats d'actifs dès le mois de novembre, même si l'ensemble des membres du board ne sont pour le moment absolument pas d'accord. Menace inflationniste, on sait pas trop en fait. Le calendrier n'est donc pas encore clair, mais visiblement il s'accorde à dire que la fin du QE, le quantitative easing, aura lieu l'été prochain. Si j'ai dit quantitative easing, c'est parce que c'est pas forcément facile à le dire lorsque tu le mets dans une phrase. Prochaine réunion de la Fed très importante le 2 et 3 novembre prochain, date à laquelle le début du tapering pourrait être acté. Ouh, c'est chaud. On verra plus tard, mais les marchés ne semblaient pas inquiets. D'autant plus que le lendemain, nous avons eu le PPI, oui, parce qu'il y a CPI, c'est l'indice des prix à la consommation, PPI, indice des prix à la production. Et il est ressorti, lui, inférieur aux attentes, montrant donc que les prix à la production n'explosent pas, et ce, malgré la montée des matières premières, des prix de l'énergie, et ouf! Juste après, nous avons eu les stocks hebdomadaires de pétrole. Semaine dernière, 6,1 millions de barils. On en attendait 1 million. Ouais, il va se calmer un peu le Brent là. Oh! Non, mais en fait, ça l'a même pas empêché de se calmer. Il a quand même fait des nouveaux records annuels derrière. Dans le même temps, le FMI réduit ses prévisions de croissance mondiale. 5,9% cette année. Un dixième de point inférieur aux précédentes anticipations. Mais si on zoome un peu, non, pas sur moi, sur la croissance des pays industrialisés, c'est là où il y a un fort repli. Eh oui, 5,2% seulement contre 5,6% précédemment prévu. 6% aux États-Unis. Finalement, on fera peut-être pas les 7% attendus. And the winner is la France. Et oui, parce qu'en France, on relève les prévisions de croissance. 6,3% contre 5,8% précédemment attendu. Mais dans la globalité, nous avons donc des prévisions à la baisse de ces perspectives de croissance. Pourquoi? La pression sur les prix plus particulièrement, autrement dit l'inflation, même si on s'accorde à dire que ça devrait s'atténuer en 2022, une fois que les déséquilibres entre l'offre et la demande seront un petit peu rétablis. Et que la couverture vaccinale aura fait son effet, parce que pour le moment, d'après les chiffres du FMI, 60% de la population des économies avancées sont entièrement vaccinées. Et 96% de la population des pays à faible revenu ne le sont toujours pas. C'était une grosse semaine de publication aux États-Unis, en tout cas pour le secteur bancaire. La principale information qu'on peut en retirer, la diminution des réserves ont largement participé à la progression des bénéfices. 58% de croissance des bénéfices pour Bank of America, 48% de hausse pour Citigroup. C'est ce qu'on peut appeler des résultats de bonne facture dans le jargon. Il voit pas que c'est un micro et pas une cravate, ce con là? BlackRock, le petit gestionnaire d'actifs qui pèse quand même accessoirement quasiment 10 000 milliards de dollars en termes d'actifs gérés, ça représente 10% de la capitalisation boursière totale du monde. Je crois que c'est à peu près 5-6 fois le PIB français, non? En termes de gestion d'actifs, c'était légèrement moins... En termes de gestion d'actifs, c'était légèrement moins bon qu'attendu, mais pour tout le reste, revenus, machin, tout ça, bim, meilleur que prévu. Et revenons en France, oui, parce qu'on a eu quand même quelques bonnes nouvelles aussi. LVMH, hein, c'était un petit peu tendu l'été dernier là avec la pression en Chine. Et pour son troisième trimestre, ça passe. 20% de progression de ses revenus. Et LVMH a même précisé qu'elle n'a pas constaté de changement de comportement de ses consommateurs chinois. Bref, c'est un gros ouf de soulagement là pour les investisseurs, même si l'action ne s'est pas envolée plus que ça juste après cette publication. Disons qu'elle réagit quand même particulièrement bien sur cette zone des 610 €. Et le grand gagnant de la semaine, en tout cas celui qui s'est quand même particulièrement bien rattrapé après ce crash de début de semaine, OVH, qui s'est introduit en bourse donc vendredi. Oui, OVH a craché, ainsi que tous les sites qui sont reliés d'ailleurs comme le nôtre, hein, sur IVT. À ne pas confondre
avait cramé. Oui, parce qu'elle avait déjà fait sa première introduction en bourse, mais les locaux ont cramé quelques jours avant. Bon, je l'avais déjà dit dans la vidéo de mercredi, je crois, mais je préfère le rappeler si c'était passé à travers. Donc, ça s'est bien passé. Introduction fixée à 18,50 €, presque 10% de progression pendant la séance. Plutôt une bonne nouvelle. Bon, j'arrête juste que je check à combien elle a clôturé, parce qu'en fait, au moment où je tourne la vidéo, je suis pas sûr que voilà, ça soit clôturé, machin et tout. Bon, bref. Petit rappel, oui, nous avions évoqué déjà il y a 3 semaines que les principaux indices internationaux étaient revenus sur des gros niveaux weekly hebdomadaires de ouf, qui pouvaient d'ailleurs leur permettre de tenir leur neutralité à moyen terme et accessoirement rechercher des achats proches de ces zones. Tu l'as compris, malgré tout ce qu'on a vu, j'arrive pas à être pessimiste sur ces gros niveaux pour le moment technique. Alors c'est clair, hein, l'ambiance est lourde et pesante, mais on n'est pas encore en mode panique. Tiens, d'ailleurs, tu mets l'image du VIX. Et là où c'est plus positif, comme on l'a déjà vu, hein, ça fait 2 semaines qu'on en parle, sur l'or qui a tenu cette zone d'achat des 1730 $, ou le silver, même si effectivement on s'est fait peur sous les 22 $, bah ça va mieux parce qu'on est en train de les reconquérir et cette grosse zone moyen terme est en train de tenir. Et ça, c'est cool. Ces niveaux, effectivement, étaient considérés comme des supports, alors que la tendance de fond, ce qu'on appelle techniquement la tendance primaire, restait haussière. Alors, ça n'a pas fonctionné tout de suite, hein, parce que je te rappelle, j'avais fait une vidéo justement galère. La semaine suivante, ça avait provoqué un premier rebond, et puis là, c'est reparti en ligne droite, quasiment. Oui, parce qu'entre-temps, il y avait justement cette pression baissière au sujet de l'inflation, les matières premières, le tapering, tout ça, puis finalement, les marchés, a priori, ils ont quand même bien digéré. Et le fait d'avoir des bonnes publications d'entreprises, ça permet finalement peut-être aussi aux investisseurs de se dire bon, la réalité de la situation, elle est peut-être pas aussi grave que ce qu'on pourrait penser qu'elle soit. Même si je pense qu'en fin de semaine, ça pouvait être tiré aussi par tous les rachats de short. Tu sais, tous ceux qui pensaient que tout allait s'effondrer, aller à zéro, machin, tout ça. Bah finalement, en fait, non. Cette semaine, ça a bien réagi. Dimanche, nous avons évoqué d'ailleurs la possibilité d'évoluer dans un range entre les plus hauts et les plus bas de la semaine passée. Ils ont décidé de s'en extraire par le haut. Et d'ailleurs, rendez-vous la semaine prochaine avec la suite des publications de résultats. Cette semaine donc, après avoir identifié ces niveaux de polarité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que en dessous de ces zones, on est plutôt baissier, au-dessus, plutôt haussier. Et dès qu'on a eu la rupture de ces différents niveaux sur tous les indices quasiment, bah après ça a été sans appel, hein. C'était ligne droite, bam, gap haussier pour beaucoup d'indices, open en extrême et pas to the moon, mais quand même pas loin. Exemple ici avec l'indice SP500 et cette fameuse zone de polarité des 4380 points. On a eu un open en extrême, c'est-à-dire que dès que le marché ouvre, et ben bim, les investisseurs, ils font que acheter. On ne revoit plus les cours d'ouverture. On a eu derrière une grosse bougie impulsive et donc un énorme contre-pied de toute cette pression baissière qu'on avait connue à la fin du mois de septembre. On s'y attendait pas forcément que ça soit aussi violent. J'ai principalement travaillé le Nasdaq avec la sortie par le haut de ce range. 14 800, 15 000 points, hop, ça dégage, c'est déjà très bien. Et concernant le DAX, nous avons sa fameuse zone de polarité des 15 270 points. Elle a été éclatée, sans même laisser derrière lui au moins de petites phases de repli pour pouvoir rentrer dans que dalle, bim, que des bougies vertes quasiment. Fusée, ligne droite, c'était d'ailleurs impressionnant. Et encore plus impressionnant parce que je pense qu'il y avait quand même là une grosse pression baissière, peut-être même plus que ça, hein, sur le Nikkei. Grosse zone weekly. Première réaction, on détermine cette zone de polarité autour des 23 800 points. Et là, au moins 1000 points de hausse depuis. Et quand il y a du flux sur le Nikkei, il y a du flux, hein, il fait pas semblant. Hein. La preuve, encore une fois, que ces grosses zones techniques, ça fonctionne. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus haut? J'ai envie de te dire oui. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de bougie opposée, de bougie baissière, que ce soit sur des unités temps H4 ou daily, oui, effectivement, on peut aller plus haut parce que... La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Donc là, tu viens de me couper pendant ma phrase, là, c'est ça? Je vais poser ça. Oui, donc lorsqu'un flux se met en place... La minute pédagogie avec Xavier Fenot. C'est-à-dire une phase d'accélération, qu'elle soit haussière ou baissière, peu importe. Et ben pour beaucoup de débutants, ça semble une opportunité de se placer à l'opposé. Bah oui, c'est normal parce qu'en fait, on nous apprend dès le départ, en fait, les marchés financiers, le principe c'est simple. C'est d'acheter en bas, de vendre en haut. Sauf que le problème de se mettre en face d'un flux, c'est que on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc pour le deviner, c'est un peu chaud. Donc, pour déterminer un arrêt de ce flux, voire peut-être même
un point de retournement? Eh bien, il faut qu'on ait une indication de marché sur la même unité de temps considérée. Exemple, tu es sur une unité de temps daily, il y a un gros flux, une grosse bougie qui se met en place. Vu que tu es en daily et qu'il y a un gros flux et que tu le sais et que tu le vois et que tu te places sur des unités de temps 5 minutes, bah effectivement, peut-être que toutes les 5 minutes, tu vas voir une bougie opposée. Tu vas dire, ah c'est le point haut, ah bah non, c'est le point haut, ah bah non, ah bah non, ah bah non. Puis en fait, tu te fais rincer toutes les 5 minutes jusqu'à te dire, ah bon merde, bah en fait, on est peut-être dans un flux en fait. Ouais. La deuxième chose, le fait d'attendre une bougie opposée, pour faire simple, sur la même unité de temps considérée, ça te permet de te placer une limite de risque. Te dire, à partir de là, je peux déterminer du coup un risque puisque du coup j'ai marqué un point haut ou un point bas. Ok, il y a un contre-pied qui est potentiellement en train de se mettre en place. Certes, j'ai pas le point haut, j'ai pas le point bas, mais au moins, je peux limiter mon risque. Et j'attends si effectivement cette réaction contraire qui est en train de s'opérer, est-ce que c'est simplement une pause ou éventuellement une phase de retournement. Bref, attendre une vraie réaction de marché avant de s'y aventurer. Je dis ça par expérience, puisqu'effectivement, quand j'ai commencé, bien évidemment, on essaye toujours de se mettre en face et d'essayer de se dire, ah bah non, ça a trop monté, ça a baissé, ça a trop baissé, ça a monté. Voilà, j'achète en bas, je vends en haut. Sauf que tu n'es pas sûr que ça soit le point bas ou le point haut. Donc, il vaut peut-être mieux essayer de se placer dans le sens d'un flux, sur repli ou sur rebond, ça dépend si tu es à l'achat ou à la vente, plutôt que de se mettre en face. Voilà. Surtout si on n'est pas expérimenté. Tiens, d'ailleurs, en parlant de flux, Silver et Gold, on en a parlé quand même déjà depuis plusieurs semaines, même d'ailleurs ici, sur des grosses zones d'achat moyen terme. Et enfin, un nouveau flux s'est mis en place. Et ce, après l'inflation US, qui a permis du coup, dans des opérations un peu plus court terme en trading, de renforcer les positions, d'atteindre un premier objectif, par exemple sur l'or à 1800 $, juste en dessous, mais bon, on arrondit. Et puis en fin de semaine, de trouver une nouvelle situation un peu de repli, notamment d'ailleurs sur le silver. Oui, parce que le repli sur le silver était un peu moins prononcé que sur l'or, donc j'ai préféré renforcer plutôt le silver plutôt que l'or, alors qu'avant c'était plutôt l'or que j'avais gardé. Bon, c'est une renfort de position trading, donc faut être réactif, vite sortir si le flux ne se prolonge pas, sécuriser rapidement la position, c'est ce qu'on appelle travailler un flux dans le sens de la tendance, dans le sens du flux. Et ce, jusqu'à ce qu'elle s'invalide. Oui, parce qu'un jour, il va s'invalider. Le taux à 10 ans aux États-Unis, lui, est en train de s'apaiser, ce qui enlève justement un peu de cette pression générale qu'on avait autour de l'inflation sur les marchés. Le pétrole qui encore s'envole. Et enfin, l'eurodoll, dont la tendance est encore, non, pas baissière, molle. Sinon, ça rime pas en fait. Ce qui serait pas mal, c'est que tu me fasses là un petit point chaud, un mix point chaud et crypto. Nous avons un ETF sur le Bitcoin à venir très probablement aux États-Unis, ce qui a propulsé le Bitcoin sur des... Non, pas record historique, pas tout à fait, mais au moins sur les 60 000 $. 40% de hausse en 15 jours et toute la liquidité se draine vers lui. C'est feu des projecteurs, bim bam boum, hop, il n'y a que le Bitcoin qui compte, le reste... rien à foutre. Il écrase tout sur son passage comme... je sais pas d'image en tête là. Ce qui fait donc de l'ombre aux altcoins qui sont toujours sous une grosse zone de résistance. Si on regarde donc la capitalisation totale hors Bitcoin, Ethereum, c'est pas négatif, mais ça entraîne à court terme des va-et-vient. Genre, il y a un truc qui part, ça pump, puis finalement ça retombe, puis finalement il y a le voisin qui part, puis finalement ça retombe, il y a l'autre voisin qui part, et puis bon, t'as compris le principe quoi. Ce qui nécessite donc de faire le ménage tous les soirs. Et effectivement, faire ménage tous les soirs, déjà faire ménage tout court, voilà, mais tous les soirs en plus. Il faut donc accepter de perdre un peu ou de gagner qu'un peu, de recommencer le lendemain, jusqu'à ce que à un moment donné, tu te dises c'est bon, ça m'a gavé, j'arrête, et puis forcément, le jour où tu arrêtes de faire ça, c'est le jour où ça démarre. Oui, c'est l'expérience qui dit ça. Donc maintenant, en fait, je me fatigue plus, ça part, tant mieux, ça part pas, je dégage, je recommence, bim, et faut vraiment être stoïque, voilà, dans ce type de marché, surtout sur les altcoins. Faut vraiment pas trop réfléchir. Pour tout le reste et pour plus de détails dans le crypto hebdo de mercredi, oui c'est mercredi, tous les mercredis, en ajoutant simplement par rapport à cette vidéo que tu verras si c'est pas déjà fait, que Vladimir Poutine est un petit peu plus enthousiaste notamment sur les cryptos et étudie peut-être un petit peu le truc comme alternative au dollar en ce qui concerne le commerce de pétrole. Question de la semaine. Salut, au vu de tous ces bonnes nouvelles, oh putain, je saigne de l'œil. Penses-tu que le crash est de plus en plus proche ou bien? Eh ben, ma réponse est ou bien. Comme je le disais dans Débrief Hebdo il y a 3 semaines, on arrive sur des gros niveaux, la pression est ultra baissière, toutes les news sont dégueulasses, mais comme je disais, en fait, psychologiquement et techniquement, pour moi, arriver sur ces gros niveaux,
impossible de shorter et je vais continuer à travailler à l'achat. Voilà. C'est pas parce que ça n'a pas forcément marché une semaine que mon plan est invalidé. Et preuve en est derrière, ça a bourré. Voilà. La réponse est dans cette vidéo, je le mets en description également. Bonjour, un DCA, donc Dollar Cost Average, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on achète, peu importe les prix, de manière régulière, un actif, peu importe son cours. Mensuel est-il toujours pertinent selon toi pour BTC, ETH avec leurs niveaux respectifs relativement hauts? C'est le principe du DCA en fait, tu t'en tapes du prix. Tu crois en un projet à long terme et t'investis en fait à peu près tous les mois. Ce qui permet d'avoir un prix de revient unitaire qui est relativement flat à moyen terme. Possible de se faire une rencontre avec Rodolphe sur en gros Lyon, Team Million Runner. Eh ben oui, nous avons commencé à faire un premier event IVT avant cette saloperie de Covid. Cette saloperie de Covid est arrivée et du coup, nous n'avons malheureusement pas pu renouveler l'expérience. Mais oui, nous allons faire très probablement un event IVT avant l'été ou l'été prochain, en tout cas avant les vacances scolaires, que tout le monde soit à peu près disponible. Et ce, sur un week-end. Voilà, ce sera probablement sur Lyon. Salut Xav, toujours pas fait ton débrief hebdo. Petite question, quelle est la différence qui fait que tes TP sur UOS, donc Ultra, qui sont de 1$ et 9$ et ceux de Rod sont de 4$ et 16$? Merci et à bientôt sur IVT. Alors c'est relativement simple, on s'inspire les uns des autres, on n'a pas forcément le même profil, on essaye simplement après de tirer des informations et des enseignements des uns et des autres pour l'adapter à son propre trading. Mais on n'aura pas toujours les mêmes positions, on aura peut-être les mêmes entrées, mais pas forcément les mêmes sorties parce que on n'a pas forcément le même capital, la même exposition globale, la même composition de portefeuille, etc. etc. D'ailleurs, et je terminerai là-dessus, ça vaut pour tout le monde, toutes les indications qui soient données ici ou ailleurs, peu importe. Essayez de vous en inspirer, pas forcément de copier parce que c'est votre responsabilité que ça fonctionne, que ça fonctionne pas. Il faut être à l'aise simplement avec son profil en fait de trading ou d'investissement. Encore un grand merci de votre attention. Merci pour votre soutien et très bon dimanche, très bonne semaine. À mercredi pour le Crypto Hebdo. Ciao!